Bien, merci d'être là. Nous voici donc, si je puis dire, à la fin des quarts de finale, avant l'entrée dans la semaine prochaine des demi-finales, et donc à la fin de la première partie, peut-on dire, de ce cycle de conférences philosophiques qui accompagne, qui escorte, qui éclaire peut-être aussi l'événement populaire que représente l'Euro 2016. Et il ne nous reste plus que pour finir ces quarts de finale que le suspense de ce soir, qui est l'affrontement entre la grande puissance impériale qu'est la France, quoique un peu déclinante, et l'héroïque Islande, qui évidemment a conquéri maintenant l'amour de tous, en vertu du fait que le petit doit triompher du grand de temps à autre. Et je suis moi-même, évidemment, favorable aux Islandais aujourd'hui. Je ne vais pas aller contre ce courant sympathique, finalement, pour le peuple islandais, qui, en plus, a fourni à Richard Wagner l'essentiel de ses scénarios. Alors, je vous indique, je vous rappelle une fois de plus, après quoi j'en viendrai à Patrice Madiglier, je vous rappelle une fois de plus que ce qu'il nous reste à faire comme conférence d'accompagnement jusqu'aux demi-finales et à la finale. En réalité, pour les demi-finales, nous aurons 3 conférences encore, le 6 juillet et le 7 juillet, et elles seront italiennes et allemandes. Nous savons, je ne dirais pas hélas, mais nous savons que l'Allemagne a éliminé l'Italie. Mais nous n'en avons pas tiré la conséquence qu'il fallait annuler la prestation des orateurs italiens ici. Nous sommes quand même internationalistes, nous ne suivons pas les péripéties éliminatoires du football. Donc le mercredi 6 juillet, ce sera une représentation très particulière, parce que ce sera une petite pièce de théâtre sur le problème de l'éducation aujourd'hui, qui est une petite pièce de théâtre écrite par le philosophe italien Alessandro Russo. Ça, ce sera pour le mercredi 6 juillet. Et puis le jeudi 7 juillet, pour la deuxième demi-finale, nous aurons 2 conférences. L'une sur ce phénomène extraordinaire dont je vous ai déjà parlé, qui est l'existence en Chine aujourd'hui d'une quantité considérable de poètes ouvriers, dans ce pays qui est devenu l'usine du monde, comme vous savez, où les ouvriers se comptent par dizaines de millions, centaines de millions, ont surgi, venus du fin fond de la grande tradition poétique chinoise des ouvriers poètes. Et c'est à ces poètes ouvriers, à ces ouvriers poètes, que Claudia Pozzana consacrera son intervention, cependant que Jan Volker, l'allemand, parlera, lui, de ce qui est aussi au cœur, après tout, de la situation dans laquelle nous intervenons, puisque son titre, c'est « La démocratie et le spectacle, 2 moyens de se faire plaisir ». Donc, dans une connexion qui a déjà eu son heure de gloire, puisqu'elle remonte à Platon, à vrai dire, entre le régime politique démocratique et le côté spectaculaire des choses. Et puis le dimanche 10 juillet, pour la finale, et naturellement je l'espère en l'honneur des Islandais, je parlerai de la question centrale après tout ici, qui est: la philosophie peut-elle dire quelque chose du sport? On pourrait aussi traduire: le sport est-il un concept? Voilà. Est-ce qu'il existe quelque chose comme un concept cohérent du sport? Alors aujourd'hui, nous avons donc Patrice Madiglier. Patrice Madiglier est maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre, et il est celui qui porte une entreprise
que je crois très intéressante, à la fois historiquement et philosophiquement, du point de vue de la pensée, qui est le projet de réactiver, dans les conditions du présent, l'héritage de la pensée structuraliste qui a atteint son apogée, sans doute, vers la fin des années 60. Je crois même qu'on peut peut-être considérer que l'année 1966 est le pic, hein, tu es d'accord? C'est le pic d'extension, de réussite, de force de la pensée structuraliste, et qui, entre autres choses, a conquis des territoires nouveaux du côté de la psychanalyse avec Lacan et du côté du marxisme avec Althusser. Donc, elle est en un certain sens à l'assaut du monde intellectuel tout entier. La façon dont Patrice Madiglier conçoit cette réactivation n'est évidemment pas dans l'ordre de la répétition, mais dans l'ordre d'une réactivation contemporaine qui retiendrait en particulier du structuralisme la vocation de la pensée à l'universalité, dont le mot structure est un des mots, mais plutôt un opérateur finalement. La destination ultime de tout cela, c'est de rendre la pensée à sa vocation universaliste par le biais de cette réactivation contre les menaçants courants, soit irrationalistes, soit greffés sur des identités, soit réactifs, soit académiques, contre tout cela, d'examiner, de penser à l'intérieur de l'histoire de la philosophie française une possibilité nouvelle dont les ressources se trouvent en effet dans le grand épisode structuraliste. Et donc il est un acteur tout à fait important de la conjoncture philosophique française et par conséquent mondiale dans le moment actuel. Alors, si vous voulez regarder comment il procède, il y a en tout cas 2 livres tout à fait disponibles qui indiquent d'ailleurs l'étendue de la gamme des interventions. Parce qu'évidemment, quand on entreprend de réactiver le structuralisme, ça veut dire qu'on met à l'épreuve cette réactivation dans des champs différents. Et ce n'est pas simplement une affaire historique. Alors vous avez un livre fondamental qui s'appelle « La vie énigmatique des signes », la vie énigmatique des signes, avec comme sous-titre « Saussure et la naissance du structuralisme ». Tout ça, c'est édité chez Léo Cher. Et vous voyez comment cette réactivation, comme il est tout à fait normal, commence par une méditation sur l'origine, sur la naissance, et donc commence par la définition de ce qu'il faut entendre par structuralisme. Mais vous avez un autre livre qui, alors là, montre la vertu d'essayiste et de prospecteur, comme ça, de Patrice Madiglier, qui est le livre qui s'appelle « Foucault va au cinéma ». Foucault va au cinéma. Alors c'est un livre publié chez Bayard. Je voudrais signaler que à peu près toutes les publications de Patrice Madiglier, dont un bon nombre sont quand même dans le format des articles, des interventions, là je ne vous ai donné que les livres, se trouvent sur le site Academia. Alors, sur le site Academia, vous tapez quelque chose comme Patrice Madiglier, par exemple, et vous trouvez, comme on fait aujourd'hui, une abondance considérable d'articles de Patrice. Et je terminerai en disant qu'il a en projet une nouvelle synthèse concernant la philosophie proprement dite, qui s'appellerait ou qui s'appellera « Le structuralisme et ses ombres ». Le structuralisme et ses ombres. Voilà. Alors, Patrice va aujourd'hui intervenir sous le titre, quelque peu énigmatique, « Une autre fin du monde est possible », une autre fin du monde est possible, lecture d'un graffiti de Nanterre. Donc cette fois, nous avons une méditation qui, de toute évidence, s'enracine dans quelque chose des mouvements populaires, étudiants de la récente période.
Tout ce qui est gravité aussi sous le signifiant nuit debout et tout ce qui s'apparente à tout cela, et où on retrouve un lieu historiquement défini comme un lieu 68 art exemplaire, à savoir Nanterre, dont on est toujours dans la réactivation des origines. Là. Cette fois, Nanterre revient sous la forme d'un graffiti qui va être commenté. Alors, une autre fin du monde est possible, entendons-le comme une alternative ou une variante, ça il va nous dire, du fameux mot d'ordre « un autre monde est possible », qui a eu bien des péripéties, bien des variantes. L'idée qu'on agissait en fonction du fait qu'un autre monde est possible est une idée tout à fait classique de la tradition tant réformiste que révolutionnaire, mais Patrice va nous parler de quelque chose d'une autre nature, qui est la possibilité d'une autre fin du monde. Et nous dira lequel, si c'est une autre fin du monde en général, ou si c'est cette autre fin du monde comme une nouvelle manière de revenir ou de concevoir qu'un nouveau monde est possible. À toi, mon cher. Je te prends ton micro. Oui. Peut-être. Oui, je te le donne. Merci. Bien, merci beaucoup, Alain. Donc, je voudrais commencer par vous remercier d'être présent un dimanche après-midi par un temps si radieux, alors que vous pourriez être en train de bronzer dans les parcs avoisinants. Je voudrais aussi remercier donc le théâtre de la commune pour avoir organisé cette série d'événements, avoir pris l'initiative quelque peu audacieuse en fait de cette conjonction entre philosophie et football. Je reviendrai un peu sur mon interprétation de cette conjonction et surtout remercier Alain Badiou de son invitation, puisque c'est son invitation et elle est pour moi le signe de cette longue fidélité réciproque, je crois. C'est une fidélité réciproque qui s'est toujours faite dans une forme de, quelque part, de curiosité, de ma part, bien sûr, d'admiration continue, et de sa part, je crois, de curiosité. Il n'était pas tout à fait sûr de ce à quoi il avait affaire avec ce petit gars. Mais une fidélité, je dirais, entêtée, c'est-à-dire que je dois dire ici publiquement que Alain m'a toujours, d'une certaine manière, manifesté sa totale fidélité. Et ce n'était pas évident, justement, parce qu'il y a une dimension un peu énigmatique dans mon admiration. Et quelque part, le titre « Une autre fin du monde est possible » le dit. Ce sont des thèmes, le thème de la fin du monde n'est pas un thème que Alain apprécie énormément. Le thème de la fin, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas très badiusien à la fin. Et malgré tout, je crois que c'est quelque chose sur quoi il aura peut-être à intervenir, car une autre fin de mon propos aussi sera possible. J'espère que ce sera celle que Alain Badiou vous donnera, parce que je suis pas sûr d'avoir le fin mot de la fin du monde. Voilà, donc je voulais commencer par ces remerciements sincères, car quand j'ai proposé, donc quand Alain m'a proposé d'intervenir, et que j'ai pensé tout de suite à ce choc que j'avais eu à Nanterre en voyant ce slogan, c'est en relation avec notre conversation et avec ce que je lis dans sa philosophie, car d'une certaine manière, c'est aussi une manière pour moi de me situer par rapport à sa philosophie, disons à la manière dont cette philosophie, comme le voulait Sartre, cherche à devenir monde, ou maintient en permanence l'horizon selon lequel, quelque part, la philosophie doit devenir le monde. Et vous savez que c'est la raison pour laquelle Sartre est revendiqué du marxisme, parce que c'est une philosophie devenue monde, active, directement active, pas quelque chose selon lequel on se repère, mais quelque chose qui fait une transformation du monde. Et donc, il est un petit peu question de cette conversation. Et si pour le dire d'une manière un petit peu abstraite au début, au fond, faut-il penser quelque chose comme un recommencement radical ou une variante apocalyptique? Voilà, c'est un petit peu la question de cette discussion.
que je cherche, et qui a des enjeux à la fois politiques et métaphysiques. Mais ce qui est important, c'est la fonction de repérage. Voilà, je veux le dire publiquement, une fois pour toutes, que l'œuvre en fait, d'Alain et sa personne exercent sur moi, et je crois au fond sur ma génération, une fonction de repère. C'est-à-dire, il est quelqu'un grâce à qui on peut se savoir un peu mieux soi-même. C'est pas contre d'ailleurs, hein, c'est se repérer. Voilà, donc j'ai fait ma déclaration d'amour. Je peux maintenant passer à mon propos. Alors, pourquoi j'ai choisi ce slogan ? Bon, parce que l'idée était de faire quelque chose qui avait à voir avec la fête populaire, que serait le football. Alors, je confesse immédiatement mon total désintérêt pour le football. Je ne peux même pas faire semblant de m'y intéresser. En fait, ça m'irrite, en réalité. C'est quelque chose qui m'irrite, le football. Mais ça n'a aucune importance, hein. Ce n'est pas du tout l'enjeu. En revanche, je suis extrêmement fier de représenter aujourd'hui les Islandais, car je m'identifie beaucoup au triomphe des petits. L'idée du triomphe des petits est quelque chose qui me touche énormément. Je parle de la taille, bien sûr, hein, pas du tout de la petitesse morale, mais de la petitesse arithmétique. Et bien entendu, surtout des triomphes des Islandais sur les Français. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je suis extrêmement honoré aujourd'hui de représenter ce moment d'incertitude et de savoir si les Islandais vont gagner. Donc je suis finalement assez heureux d'intervenir dans ce contexte. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était l'idée de fête populaire. Qu'est-ce qu'une fête populaire ? Bon, le théâtre et le football, fête populaire, d'accord, c'est un peu abstrait. En revanche, il est certain qu'il y a une forme de fête populaire très précise, en fait, qui est des formes, disons, qui ont à voir avec l'émeute, l'occupation, la prise de pouvoir collective de choses, de lieux, d'instruments, etc., qui d'habitude ne sont pas pris de pouvoir de manière. Et ça suscite une joie, ça suscite une jubilation, peut-être c'est plus le mot, qui s'exprime en fait par l'impertinence. Et les graffitis sont une des figures de cette impertinence. Et donc, je voudrais ici intervenir en quelque sorte, nous étions invités à parler du monde contemporain en tant que philosophe. Et donc, je voudrais, pour parler du monde contemporain, me mettre sous la condition, en entendant peut-être ce mot au sens où Alain Badiou lui-même l'a dit, se mettre sous la condition pour penser de quelque chose qui n'est pas donné comme un énoncé philosophique, mais qui vient d'une certaine manière aussi interrompre le fonctionnement normal de l'institution philosophique, en l'occurrence une université par un graffiti. Donc je voudrais me mettre sous la condition de cet énoncé, énigmatique en effet, une autre fin du monde est possible, en pariant que cet énoncé va être un bon guide, une sorte de lanterne faible, mais quand même réelle, pour avancer dans l'obscurité du présent et comprendre quoi ? Comprendre les transformations du monde contemporain dans ce qu'elles ont d'essentiel, c'est-à-dire dans la manière dont elles nous requièrent. Je ne sais pas si je dirais subjectivement, à la manière dont Alain dirait sans doute subjectivement, je ne suis pas sûr que le mot sujet me convienne, mais en tout cas on est requis par le monde. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la manière dont cet énoncé définit là où nous sommes requis, ou la manière dont nous sommes requis par ce qu'il y a autour. Donc cette attitude, c'est une attitude qui consiste à se mettre à l'école des murs. C'est se mettre à l'école des murs. Donc non pas être dans la position d'un philosophe qui dit au monde sa vérité, mais être dans la position d'un philosophe qui cherche à déchiffrer, d'une certaine manière, et surtout à diagnostiquer, en fait, les transformations radicales, et radicales veulent dire au fond philosophiques, métaphysiques, les transformations dans la texture même des choses, à travers ce que le monde, en quelque sorte, émet comme signe. Et parmi ces signes, il y a cet énoncé. Donc, voilà, donc je voudrais apprendre du monde ce qu'il y a à dire du monde, et non pas face à un peuple imaginaire d'ailleurs, car je pense que le peuple n'est pas ici présent, le peuple manque, comme le disait d'ailleurs un autre slogan que j'aurais pu discuter, enfin qui est vous savez bien, une phrase de Clé reprise par Deleuze, et dans une des manifestations récentes, en fait, une banderole du cortège de tête, qui sont portés par des autonomes en fait, je pense même
savoir qui a écrit enfin pas quel individu, mais quel groupe l'a écrit, mais il y avait « Nous sommes le peuple qui manque ». Cela aussi, j'aurais pu le commenter, parce que c'est une très belle phrase. « Nous sommes le peuple qui manque », ben, je vous invite à être le peuple qui manque. Ça, je pense que c'est une tâche qui a sa dignité et même sa nécessité. Donc je ne pense pas que le monde a besoin de la sagesse des philosophes, mais je pense qu'il a besoin en revanche de philosophes pour peut-être mieux prendre possession de sa sagesse immanente. Et c'est cette sagesse immanente que je voudrais lire dans un graffiti que j'ai vu écrit sur les murs de Nanterre, et qui s'y trouve d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, je crois. J'y retourne demain pour vérifier, mais qui est donc un graffiti qui se trouve au bâtiment L de l'université de Nanterre, dans l'escalier, entre le 3e et le 4e étage. J'ai des photos, donc un autre monde est possible. Bien, je l'ai, si vous êtes sur Facebook, vous pourrez aller voir. Bien, alors ce graffiti, je l'ai vu pour la première fois, alors que je crois d'ailleurs que je me rendais à une réunion de notre conseil d'UFR, c'est-à-dire de faculté, où il allait être notamment question des dégradations suscitées par un petit mouvement d'occupation qui avait lieu à Nanterre, et pour lequel j'avais de l'intérêt et plus que de la sympathie, enfin du désir, disons. Mais donc ce mouvement, bien entendu, d'occupation a immédiatement suscité, à travers la jubilation dont je parlais aussi, l'apparition de signes comme ces graffitis. Et alors qu'on nous annonçait des dégradations, moi j'ai vu cette phrase, et je voyais dans cette phrase plutôt au contraire le signe d'une profonde sagesse. Une profonde sagesse. Et donc c'est le contraste entre l'idée de quelque chose qui doit être immédiatement effacé parce qu'il n'est pas de l'ordre, disons, du fonctionnement normal de l'institution, et quelque chose qui, au contraire, éclaire en fait le fonctionnement du monde, qui m'a frappé et qui m'a donné l'envie d'approfondir la raison pour laquelle j'étais frappé par cet énoncé. Parce que j'étais frappé par cet énoncé sous une forme assez particulière, c'est-à-dire que je voyais dans cet énoncé presque l'image, au sens d'un miroir en fait, l'image de mon propre désir, disons, d'engagement, de mon propre désir d'implication précisément dans le monde, ou dans mon propre désir de contourner les attachements ordinaires par lesquels je suis de fait engagé dans le monde, comme professeur, etc., mais de les contourner en cherchant quelque chose comme une autre médiation, un détour en fait, pour se raccrocher justement à quelque chose qui serait de l'ordre du monde tout entier. Du monde tout entier. Et je trouvais que cette phrase disait quelque chose d'essentiel sur le point d'où nous nous engageons. Le mot engagement est très mal vu de nos jours en France, mais j'ai envie de le garder quelque part. Donc sur le point d'où notre désir d'action, en quelque sorte, partait. Donc j'ai entendu cette phrase comme une manière de résumer, de capturer de manière très compacte, en un coup, en un point, tout ce mouvement un peu complexe de ce qui nous motive, c'est-à-dire de ce qui nous met en branle, de ce qui nous met en action, de ce qui nous mobilise au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui nous met en mouvement. Le point qui nous mobilise, ou l'énergie qui nous mobilise, me semblait parfaitement capturé, donc une certaine justesse des mots était ici essentielle, par la phrase « une autre fin du monde est possible ». C'est parce qu'une autre fin du monde est possible que tu peux agir, que tu es bienvenu, que tu es requis. Donc c'est en ce point-là que notre force, en quelque sorte, de lutter était située ou qualifiée. Qu'est-ce qui te fait agir? Ce qui te fait agir, c'est qu'une autre fin du monde est possible. Ce n'est pas exactement la même chose qu'un but, c'est plutôt comme une manière de caractériser une couleur, en fait, de l'action. Quelque chose comme une couleur de l'action. Alors, donc il y a quelque chose comme ça se présente sous la forme d'une bonne nouvelle, au sens christique, mais d'une bonne nouvelle un peu sournoise quand même, parce que ça nous dit quand même que ça va terminer cette affaire. Donc c'est cette sournoiserie, cette équivocité fondamentale de l'énoncé qui m'a requis, parce que je me suis dit, effectivement, c'est vrai, notre énergie vient d'un rapport à la catastrophe, ou à l'apocalypse, c'est-à-dire à la catastrophe globale. Pas une catastrophe, la catastrophe.
et que ce rapport à la catastrophe, en même temps, caractérise ce qui a changé dans l'histoire des mobilisations récentes, dont Alain, à vrai dire, d'une certaine manière, est un extraordinaire sismographe. Je pense qu'une partie de l'œuvre d'Alain Badiou est une manière justement de saisir, je pense au livre Le siècle par exemple, mais en vérité c'est dans tous les livres, de saisir justement ces mutations, des formes de subjectivité, en quelque sorte en lien avec des mutations profondes de l'organisation réelle des choses, ou de la texture même du monde. Donc pourquoi ? Eh bien parce que, effectivement, comme Alain l'a dit, c'est en relation avec le grand slogan alter-mondialiste des années 90, « Un autre monde est possible ». Et donc quelque chose a changé. Comment est-ce qu'on est passé de « Un autre monde est possible » en 1990, en gros, c'est-à-dire, vous savez, un autre monde est possible. C'est vrai que ça a plusieurs variantes, on pourrait le faire remonter. Il y a des énoncés qui ressemblent à ça avant, dans les traditions du mouvement ouvrier, etc. Mais en vérité, un autre monde est possible, c'est le slogan altermondialiste, comme son nom l'indique, autre monde. Nous pouvons faire monde autrement. Je vais y revenir. C'est la devise d'attaque. C'est le titre d'un livre de Susan Sontag, comme vous savez peut-être. Certains l'attribuent à un poème d'Éluard, qui dit « Un autre monde est possible, mais il est d'ici ». Il me semble plutôt que c'est un poème de Yeats. Je n'ai pas encore trouvé toute la référence. Si certains d'entre vous ont une histoire précise de cet énoncé, je suis preneur. Toujours est-il que donc c'était l'idée d'un autre monde possible. Je vais y revenir. Et on est passé de « Un autre monde est possible » à « Une autre fin du monde est possible ». Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien ? C'est une question qu'il faut vous poser. Mais je dirais qu'on est passé de l'altermondialisme à l'alter-apocalyptisme. Et personnellement, je trouve que c'est bien. Pas au sens où ça va vers le mieux, incontestablement, mais ça va. Alors voilà, je vais essayer donc de déplier un peu cette phrase, d'abord en revenant sur l'énoncé « Un autre monde est possible », puis ensuite essayant d'expliquer au fond de manière un peu négative qu'est-ce que la phrase « Une autre fin du monde est possible » dit de l'impossibilité d'un autre monde, d'une certaine manière. Et dans un troisième temps, comme dans une bonne dissertation de philosophie, je vous dirai ce qui est plus obscur, quelles sont en quelque sorte finalement, c'est quoi cette autre fin ? Parce que la positivité, évidemment, est dans la variation. Toute la positivité de l'affaire est dans la variation. Elle n'est pas dans ce qui vient après. Elle est dans le fait qu'il y a une altérabilité de la fin. Donc ne pas se résoudre à l'univocité du désastre, telle est la formule de notre nouvelle liberté. Voilà ce que sera ma conclusion. Alors commençons par « Un autre monde est possible ». Alors c'est un détournement de ce slogan. Donc je vous ai dit que les origines sont pour moi encore un petit peu obscures, mais au fond peu importe les origines, puisque un slogan ne parle pas par lui-même, il parle par les usages que l'on veut en faire. Le slogan ne veut rien dire. La question devant un slogan n'est pas « qu'est-ce qu'il veut dire ?», mais « comment peux-tu l'entendre » ? Comment peux-tu l'entendre ? Alors comment est-ce qu'on peut entendre cette phrase, cet énoncé « un autre monde est possible ». Alors un autre monde est possible, ça doit s'entendre d'abord au sens où le mot « monde » signifie en quelque sorte la loi d'organisation générale, ou Alain Badiou dirait peut-être transcendantale, des choses. C'est-à-dire, on pourrait dire, une variation, non pas locale, non pas partielle, d'un aspect du monde, mais du monde lui-même. Donc le passage d'un monde à un autre n'est pas la même chose qu'une modification locale à l'intérieur du monde, et il y a la même différence entre ces deux choses qu'entre une approche en quelque sorte réformiste, où on améliore le monde, et une approche révolutionnaire, où on change de monde. Donc ce que veut d'abord dire en quelque sorte la phrase « un autre monde est possible », c'est une manière de récupérer l'énoncé qui vient de l'international, le monde va changer de base. Ce n'est pas qu'on va faire un peu mieux dans le monde, c'est que pour faire un peu mieux, il faut changer de monde. Ce monde, évidemment, c'est le monde social, politique, économique et culturel, dont on pourrait dire que le nom, je crois, est toujours le capitalisme. Le nom de ce monde est capitalisme. Donc quand on disait dans les années 90, donc je suis la génération altermondialiste, je peux le confesser tranquillement, je vois marqué « nous ne sommes pas contre les vieux, nous sommes contre ce qui les fait vieillir ». Donc je suis contre l'altermondialisme parce que l'altermondialisme me fait vieillir. Voilà. Non, mais donc je dois dire ce qui,
au fond, ce qu'on voulait dire, enfin en tout cas moi ce que je voulais dire quand je disais un autre monde est possible, c'est qu'on peut réaffirmer l'horizon d'un projet de transformation sociale et en fait cosmologique, radical, dans le contexte idéologique et politique complètement dévasté de la fin des années 80 et du début des années 90, qui est celui de ce qu'on a appelé d'un côté le néolibéralisme, sur lequel je vais juste revenir rapidement, et d'un autre côté de la défaite ou de l'échec idéologique, politique, militaire, économique de l'alternative communiste. Et les deux ensemble constituent en fait l'éradication, on pourrait dire, des formes d'organisation du mouvement ouvrier. Donc, comment réaffirmer la possibilité d'une alternative radicale, sachant que le corps qui portait cette alternative radicale, c'est-à-dire le mouvement ouvrier, a été très violemment en fait, décomposé. C'était ça, au fond, dire un autre monde est possible, c'était réaffirmer la possibilité d'un changement radical. Alors ce changement radical, j'ai dit, il y a deux sources, le néolibéralisme, qui est une mutation du capitalisme, et le discrédit de la grande espérance, disons, communiste. Alors le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est rapidement? Il existe une littérature immense sur cette question, mais disons, pour situer les choses, qu'il s'agit d'une mutation du capitalisme qui a lieu à partir des années 70 et surtout dans les années 80, puis jusqu'à aujourd'hui, qui consiste à supprimer les barrières douanières, à soumettre en quelque sorte l'ensemble des économies à la loi du commerce international, à travers elle au marché financier, et à réorganiser en fait les institutions politiques par cette intégration à quelque chose qui s'appellerait le marché mondial, dont on peut donner des analyses tout à fait variables. Enfin, il y a beaucoup de théories. Par quoi ça se traduit? Ça se traduit par la délocalisation de la production industrielle, c'est-à-dire, en vérité, dans le contexte, disons, de mise en action militante très intense de la classe ouvrière, ou en tout cas des populations ouvrières caractéristiques des années 60 et 70. C'est aussi mon héritage au structuraliste, aussi l'héritage de ce moment-là, en vérité. Jamais le corps ouvrier n'a été aussi puissant que dans ces années-là. En réaction, disent certains historiens, à cette situation, il y a une manière de casser la classe ouvrière des pays riches, européens et américains, en délocalisant la production industrielle. Jusqu'à 48% de la production industrielle a été délocalisée en France en particulier. Et donc de la désorganiser par la peur du chômage, etc. Toutes choses que nous connaissons fort bien, en plus dans un contexte où la population ouvrière était une population qui était devenue massivement étrangère et donc surfragilisée par les lois disons, contre l'immigration, etc. Ce sont des choses qu'on connaît bien. Donc, premier aspect de cette désorganisation, de cette déconstruction du corps de transformation, le néolibéralisme. La deuxième, évidemment, le deuxième ingrédient, c'est l'échec, la défaite des projets communistes dans leurs différentes dimensions. Au fond, il n'y en a pas un seul qui est resté au titre de quelque chose qu'on aurait pu montrer comme ce à l'intérieur de quoi on pouvait se glisser, ne serait-ce que pour le modifier. Donc dans les deux cas, ces deux ingrédients produisent l'effet donc, de dévastation, en quelque sorte, de l'espérance radicale, et une situation de désarroi, on pourrait dire, de désarroi. Et c'est dans ce contexte que dire un autre monde est possible signifie que justement on veut reconstruire la possibilité. On ne dit pas quelle est la nature de cette chose, mais la possibilité d'une alternative radicale qui toucherait non pas à tel aspect de ce monde, tel ou tel aspect de ce monde, mais à ce monde lui-même dans sa loi fondamentale. Donc l'idée est de simplement réaffirmer qu'il n'y a pas lieu de s'interdire de rêver, on pourrait même dire. C'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas lieu de s'interdire de rêver. Donc, ok, la révolution prolétarienne n'est plus notre horizon envisageable, mais nous ne sommes pas condamnés à nous résigner à la loi du monde tel qu'il va, c'est-à-dire du capitalisme dans sa mutation néolibérale. Première manière donc d'entendre la notion de monde, dans un autre monde est possible, au sens donc encore une fois de la loi transcendantale d'organisation des rapports entre les êtres humains et les choses,
les choses entre elles et les êtres humains entre eux. Deuxième manière d'entendre le mot « monde » dans l'énoncé « un autre monde est possible », cette fois-ci non pas au sens, en quelque sorte, intensif, où je viens de le dire, donc changement radical, mais extensif, hein, c'est-à-dire justement, un autre monde, ça veut dire une autre manière de totaliser l'ensemble des acteurs possibles de nos vies. Car ce qui caractérise en effet le tournant néolibéral, à certains égards, c'est un approfondissement définitif, hein, de ce qu'on a appelé la mondialisation, par le biais du capital. Donc ça, c'est le sens extensif du mot « monde ». Donc si l'alternative doit toucher au monde lui-même et non pas à tel ou tel horizon, tel ou tel aspect des choses, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer quelque chose sans tout changer, sans changer quelque chose à tout. Donc il y a un élément de solidarité des éléments et en même temps de clôture, en quelque sorte, de clôture de cette solidarité, qui fait que le lieu de l'action est le monde directement. Donc ce que le slogan disait, bien entendu, c'est « Ne laissons pas la mondialisation au capital, une autre mondialisation est possible ». C'est la raison pour laquelle « Un autre monde est possible » était aussi le slogan du Forum social, de Porto Alegre, je crois que c'était le premier, et d'une manière générale de tout ce mouvement pour reconstruire des organisations, c'est-à-dire un corps capable de porter une alternative radicale directement au niveau mondial. Donc, en quelque sorte, en faisant son deuil de la capacité, bon, probablement à tort, je dirais au passage, mais bon, faisant son deuil de la capacité d'organiser en quelque sorte localement, et notamment nationalement, la résistance, le faire directement au niveau mondial. Ce qui veut dire aussi, il n'y a pas de dehors. Il n'y a plus d'extériorité, je reviendrai d'ailleurs sur ce point. Il n'y a plus d'extériorité au sens où nous ne pouvons pas envisager, en quelque sorte, quelque chose qui ne serait pas soumis à la loi du capital. Donc il n'y a pas de deuxième monde. Il n'y a pas de deuxième monde. Bah oui, les pays communistes, la Chine en particulier, ne sont pas en dehors de ce monde. Donc ce que voulait dire l'énoncé « un autre monde est possible », c'est nous ne sommes pas condamnés entre d'un côté nous résigner à la mondialisation portée par les logiques du capital et de l'autre la rétractation en quelque sorte sur des identités nationales dans lesquelles nous serions enfermés. Nous pouvons agir à une nouvelle échelle qui est l'échelle du monde. Certains, comme Negri par exemple, pensant pouvoir reprendre les énoncés de Marx sur ce point-là. Donc un autre monde est possible, c'est nous pouvons avoir et le monde et l'alternative. Alors qu'il semblait que l'abaissement des barrières douanières impliquait que le monde était forcément quelque chose qui nous soumettait à une loi unique. Bon, ça, on l'a bien vu, le discours est toujours le même. Si vous voulez rester dans le monde, on l'a bien vu pour le Brexit, si vous voulez rester dans le monde, il va falloir en fait que vous vous pliez à telle ou telle loi. Bon, un autre monde est possible, vous dire non, il y a une autre manière de s'insérer dans le monde. Voilà, donc ce que faisait le slogan altermondialiste, c'est nouer la perspective révolutionnaire, ou disons transcendantale, alternative radicale, et l'échelle planétaire. Échelle planétaire veut dire il n'y a pas plus grand. Vous n'irez pas plus loin. De toute manière, tout ce qui est possible de reprendre est là. Bon, on peut aller plus loin dans le fond, mais il ne va pas y avoir d'extension supplémentaire. On ne va pas notamment conquérir de nouvelles Amériques. On ne va pas avoir de nouvelles colonies. Tout est dedans. Donc nous sommes dans un espace mondialisé, ce qui veut dire effectivement qu'il n'y a plus non plus de centre et de périphérie. Donc la lutte est désormais globale et non plus simplement internationale. C'est la recherche d'une politique globale. Avant de passer à la variante « une autre fin du monde est possible », je voudrais remarquer aussi ce que voulait dire le mot « possible ». Quelque chose de l'ordre de ce mot est important, car ça fait résonner une tonalité particulière. On voit bien que la réaffirmation d'une alternative radicale ne se fait pas sur le mode de la prescription déterminée et positive. Le monde va changer de base. C'était quoi du passé, faisons table rase. Je reprends, à l'international. Foule esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Là, on voit bien que nous sommes dans l'impératif, dans la modalité de l'impératif. Ici, nous sommes dans la modalité de la description. Et on va retrouver cette tonalité, bien sûr, dans le slogan qui m'intéresse. C'est-à-dire,
on décrit un peu modestement, d'une certaine manière, une situation, quelque chose qui n'est pas un interdit, pas un refus, etc., mais une éventualité, une ouverture, une incertitude, une vibration, donc quelque chose tremble ici. Il y a un tremblement. Tout n'est pas décidé. Tout n'est pas décidé. Il y a une marge, en fait. Il y a une marge. Donc, cette manière d'aborder, de requérir encore une fois l'action, en se revendiquant non pas de l'impératif, mais de l'éventuel, laisse évidemment entièrement la possibilité à celui qui se sent requis d'intervenir ou de ne pas intervenir. Il ne va pas intervenir au nom de la nécessité, ni de la nécessité mécanique de l'histoire, ni de la nécessité morale de l'impératif, de l'action. On décrit simplement quelque chose comme l'ouverture d'une case supplémentaire dans la situation qui nous intéresse. Au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on objecte à la nécessité d'une manière qui n'est pas du tout sans rappeler la manière dont Michel Foucault pensait lui-même, au fond, l'action, et l'action politique en général, mais surtout l'action philosophique. Vous savez peut-être que Michel Foucault avait mis en 4e de couverture de son Histoire de la sexualité ce verset de René Char qui est « L'histoire est la répétition d'un même vocable, y contredire est un devoir ». Donc le devoir, s'il y en a, est simplement de s'opposer à la nécessité, de s'opposer à la prévisibilité, donc de laisser la place pour quelque chose d'autre, donc faire droit à l'altérabilité des choses, et c'est tout. On n'a pas besoin, en plus, de déterminer un horizon. Donc ça donnait une tonalité particulière, celle qui est de ne plus plier, en quelque sorte, à la nécessité, et donc de faire de ce qu'on pourrait appeler une résistance, et simplement la résistance, la source de l'action politique. Simplement résister, c'est-à-dire interrompre la loi des choses, au prix de quelque chose qui reste indéterminé. Donc quelque chose est possible, mais on ne dit pas quoi. Ce qu'il s'agit de reconstruire, ça n'est pas un monde déterminé, c'est la capacité d'action. La capacité d'action. Nous sommes en un point de l'histoire où c'est la capacité même de l'action qui est incertaine. Ce n'est pas ce vers quoi nous devons aller, c'est que nous puissions aller quelque part de toute manière. Voilà, donc cela laisse évidemment chacun d'entre nous sur la question « quoi ?» Cela, un autre monde est possible, évidemment, ne tranche pas la question, sinon que ça n'est pas nécessairement le monde de la mondialisation néolibérale. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça n'est pas nécessairement le monde capitaliste. Dans l'idée « un autre monde est possible », ça veut dire surtout autre chose que le néolibéralisme. Peut-être une autre forme de capitalisme, en fait. Je pense que d'ailleurs l'équivoque altermondialiste, en grande partie, est là aussi. Elle n'exclut pas une forme d'autre capitalisme. Tobin, par exemple, n'est pas un anticapitaliste, de toute évidence. Nous en étions là. Lors de ces derniers mois, le mouvement sur la loi travail, dont on pourrait d'ailleurs évidemment probablement trouver que cette tonalité nouvelle que je trouve que résume l'énoncé « une autre fin du monde est possible », peut-être que cette tonalité, elle était déjà présente dans les autres mouvements en France, les mouvements contre les CPE, mais figurez-vous que je n'étais pas en France, moi, j'étais exilé en Angleterre. D'ailleurs, il y avait des tonalités pas très loin, en fait. Mais enfin, ces derniers mois, il me semble que les choses ont pris un tour un peu différent, que résume cet énoncé « une autre fin du monde est possible ». Cet énoncé, évidemment, il faut l'aborder d'abord par l'ensemble des opérations qu'il réalise sur l'énoncé qu'il détourne. Et déjà, c'est très important qu'il détourne un énoncé. C'est-à-dire, c'est un énoncé vieux. C'est un énoncé qui est conscient de son histoire. C'est un énoncé malin. Ce n'est pas un énoncé qui croit qu'il va réinventer le monde. C'est un énoncé qui détourne, c'est-à-dire qui introduit une variation, justement, et qui parle de la possibilité d'introduire une variation. Alors, ce qui s'est passé donc lors de ces 20 dernières années pour nous, ce qui s'est passé pour le fond de la subjectivité, en fait, en quelque sorte, c'est le passage de cet énoncé « un autre monde est possible » à cet autre « une autre fin du monde est possible ». Bon, la clé de cet énoncé, disons-la rapidement, mais je vais la déplier, mais c'est de mêler quelque chose qui est plutôt associé à l'idée de résignation, la fin du monde, il n'y a rien à faire, à quelque chose qui est plutôt lié à l'idée de mobilisation, l'altération.
quelque chose est possible. Donc de mêler les deux, de faire une conflagration de ces deux, me semble évidemment le cœur de cet énoncé. Malgré tout, il se présente d'abord comme un énoncé négatif, au fond. Il dit « non, un autre monde n'est pas possible. Non, ce qui va arriver, c'est la fin du monde, purement et simplement. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un, et il est condamné. » Donc le premier énoncé, c'est la dimension négative sur l'énoncé précédent. Elle ne vous laisse pas la place, encore une fois, d'inventer un autre monde. Donc il ne s'agit pas de changer le monde, ni même de changer deux mondes, mais d'en finir, d'une certaine manière, avec la fin du monde, car c'est ça, au fond, qu'il nous dit. Alors, du slogan altermondialiste, néanmoins, on récupère quelque chose de l'ordre de la radicalité. Sauf que, comme je l'ai dit, cette radicalité n'est plus altermondiale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire c'est tout qui est concerné par notre action, elle est alter-apocalyptique, c'est-à-dire que c'est bien tout qui est concerné par notre action, mais sub specie, comment on dirait ça en latin, toi qui es bon en latin, sul specie finis, sous l'angle de la fin. Ce n'est pas sub specie aeternitatis, ce n'est pas sous l'espèce de l'éternité, mais sub specie finis, ou finitatis, sous l'angle de la finité. Donc c'est bien tout qui est en cause, c'est bien la loi fondamentale des choses, ce qui nous tient partout, d'une certaine manière, mais pas sur le mode de sa substituabilité par autre chose, mais sur le mode de sa finitude intrinsèque. Quoi qu'il arrive, ça reste néanmoins un énoncé radical, ou si vous voulez, révolutionnaire, ou si vous voulez, anti-réformiste. On ne va pas arranger les choses. Ça ne va pas s'arranger. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de bricoler pour que ça aille un peu mieux. On n'est pas dans le régime de l'amélioration, petit pas par petit pas. On est dans le régime du pire, cap au pire, comme dirait Beckett, qu'Alain connaît bien. Donc on prend les choses à la racine. Racine, ça veut dire radicalité, ça veut dire prendre les choses à la racine. La racine, c'est l'origine, c'est la naissance. Et donc on est au point où la naissance et la mort se confondent, au point où ce qui est en jeu, c'est l'existence ou l'inexistence du site dans lequel notre vie même est possible. Et non pas notre action, mais notre existence même est possible. Donc, si cette phrase nous dit d'où vient l'énergie qui nous mobilise, elle nous dit cette énergie te vient des bords du monde. Cette énergie ne te vient pas de l'intérieur du monde pour arranger quelque chose, avoir un peu moins de travail, avoir un peu plus de vacances, pouvoir se faire un peu moins taper dessus par les policiers, etc. Dans chacun de ces actes, ce dont il est question quand même, malgré tout, mais dans chacun de ces actes, ce dont il est question, c'est du monde tout entier. Donc c'est le souffle qui nous porte, l'énergie qui nous porte, elle nous vient de ces parages venteux, de ces parages orageux, où le monde échange avec la possibilité de son inexistence. C'est ça qui nous porte, qui nous donne envie d'entrer justement dans la danse, d'entrer dans l'action. C'est la virtualité à l'horizon de quelque chose comme la destruction radicale de ce qui existe. Alors notons aussi, c'est une deuxième nuance sur le même point, qu'il s'agit du monde au sens altermondialiste, non seulement parce que c'est la loi transcendantale des choses, mais aussi parce que c'est la forme globale dans laquelle les choses sont rassemblées et dont elles ne peuvent pas sortir. Donc, je vous disais, l'altermondialisme associé, disons, la tradition révolutionnaire, ou réassocier la tradition révolutionnaire avec l'échelle planétaire, d'une manière différente de l'altermondialisme, puisqu'on n'est plus dans l'organisation, en quelque sorte, des communes, on est directement dans une réarticulation du global et du local, qui se nourrit des traditions internationalistes, mais un petit peu différentes. Or, ici aussi, je crois qu'il faut entendre, et surtout, à vrai dire, il faut entendre un autre monde, une autre fin du monde est possible, précisément au sens où nous sommes pris à l'intérieur de quelque chose dont nous ne pouvons pas sortir. Il n'y a pas d'extériorité. C'est-à-dire que, au fond, ce dont il est question ici, à nouveau, c'est de la planète. C'est la totalité des agents susceptibles d'entrer en action sont pris dans ce mouvement vers la fin. Il n'y en a pas qui sont au-dehors de l'horizon de l'apocalypse. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un horizon de catastrophe, mais d'un horizon d'apocalypse.
si on veut désigner l'apocalypse comme une catastrophe globale, c'est-à-dire une catastrophe qui ne laisse rien en dehors de soi. Donc c'est un rapport au tout. Donc nous sommes ici, d'une certaine manière, par le biais de la fin, ordonnés au cosmos, c'est-à-dire ordonnés à ce qui rassemble les choses ensemble, qui le fait tenir ensemble, de telle sorte que, encore une fois ici, on ne peut pas bouger un élément sans toucher au tout. C'est ça aussi que dit cet énoncé. Cet énoncé dit « tu ne vas pas t'en sortir localement ». Ne crois pas que... c'est un peu contre le survivalisme. Ne crois pas qu'en organisant ta ferme avec des éoliennes, tu vas t'en tirer. Parce que c'est tout qui est pris. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas faire sa ferme avec des éoliennes. On y reviendra. Donc c'est en même temps, ce qui est très beau dans cette phrase, alors ça c'est vraiment, là je passe à l'affect, ce que je dis, c'est qu'elle nous met en rapport avec le cosmos. Elle nous dit que quelque chose de l'ensemble, encore une fois, de ce qui fait tenir les éléments les uns avec les autres, nous concerne, me concerne. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix, en quelque sorte, entre être engagé ou ne pas être engagé. Je suis pris. Je suis pris parce que je suis pris dans le mouvement apocalyptique, comme tout le reste. Comme tout le reste. Alors il est difficile de ne pas sentir ici que le monde dont il est question, là, n'est pas simplement le transcendantal social, historique, culturel, économique, qu'on a appelé le capitalisme, voire le néolibéralisme. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus littéral dans le mot « monde ». La fin du monde, c'est la fin de la Terre. C'est la fin de l'habitabilité, en quelque sorte, des choses, des sites. La fin du monde, c'est justement la fin de ce qui rend les mondes possibles, en général, au sens peut-être de la logique des mondes d'Alain Badiou. C'est la fin de toute capacité d'invention historique et sociale sur la base de quelque chose qui, lui, resterait. C'est l'idée selon laquelle, justement, le mouvement catastrophique est tel qu'il emporte même les sites sur lesquels quelque chose pourrait se réinventer après les catastrophes. C'est ça l'apocalypse. Au fond, c'est la fin de la différence entre nature et culture. C'est la fin de la différence entre politique et cosmologie. C'est la fin de la différence entre action humaine et devenir des choses. Évidemment, ce à quoi je pense ici, c'est quelque chose de l'ordre du réchauffement climatique. Car avec le réchauffement climatique, ce dont il est question, c'est bien, effectivement, la fin du monde. Alors, c'est-à-dire une catastrophe écologique globale dans laquelle nous sommes de fait entrés. Bon, le réchauffement climatique est un aspect, une manière de mesurer en fait cette catastrophe écologique globale. Mais alors, pour le dire assez rapidement, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, cette affaire de réchauffement climatique? Alors, le marxiste américain Frederick Jameson avait une phrase qui me semble effectivement dire bien ce dont il est question. Il a cette phrase célèbre, il dit « Il est devenu plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Cette phrase est juste exacte. Ce n'est pas une phrase provocante ou exagérée. C'est une phrase exacte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élites dont je fais partie, les élites administratives, les élites politiques, les élites économiques, les élites intellectuelles, les élites culturelles, peuvent se représenter le scénario apocalyptique. Ils en ont même des descriptions par le biais du GIEC, du groupe intergouvernemental d'études sur le climat, où on irait vers des accroissements de température qui mèneraient la planète à 6 degrés, ce qui est à peu près la température de la Pangée. Vous voyez un peu le problème? Le monde est recouvert d'eau. Bon, et en revanche, ont beaucoup plus du mal à imaginer concrètement, c'est-à-dire à proposer des scénarios de ce que serait la fin du capitalisme. Donc ça, c'est un fait. Il y a le GIEC, vous pouvez imaginer la fin du monde. En revanche, la fin du capitalisme, ça, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça parle de l'imagination. C'est-à-dire que Jameson nous dit, vraiment littéralement, que notre imagination est capable d'un rapport à l'apocalypse, mais elle n'est pas capable d'un rapport à la transformation radicale ou à la suppression du capitalisme. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on suit la trajectoire des 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique vers lequel nous allons tranquillement, malgré les accords de la COP21, ce que ça veut dire, c'est un nombre très considérable de catastrophes
régionales et locales, dont l'ensemble produit en effet peut-être quelque chose comme une catastrophe globale. On parle, vous savez peut-être, de 6e extinction pour désigner le type de destruction de la biodiversité dans laquelle nous sommes déjà engagés. On évalue à 60% la destruction de la biodiversité mondiale dans laquelle nous sommes engagés. 6e extinction qui rend l'action humaine, c'est-à-dire en fait l'action industrielle, en fait, sous la loi du capitalisme, équivalente à un supervolcan ou à une météore. C'est ça l'apocalypse. C'est le scénario de Mélancolia de Lars von Trier. C'est-à-dire que le capitalisme produit une catastrophe globale d'ampleur similaire à un supervolcan ou à une météore qui entrerait en collision avec la Terre. Ce que ça veut dire concrètement, c'est par exemple une extrême diminution des capacités agricoles de la Terre, produisant évidemment des famines, une disparition, une grande difficulté en tout cas pour s'approvisionner en eau. Par exemple, la ville de Lima ne verra plus ses glaciers qui sont l'essentiel de ses approvisionnements en eau. Vous imaginez la difficulté pour une ville de Lima de ne plus s'approvisionner en eau. La montée des eaux de la mer, avec différents scénarios. Par exemple, la municipalité de New York se prépare à construire un barrage contre l'Atlantique et non pas contre le Pacifique, dont le prix a été évalué en fait à 10 fois le prix de la guerre d'Irak. Ce n'est pas nous qui rêvons qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des gros problèmes. Un accroissement hyperbolique des inégalités suite à des migrations incontrôlables et de tout type. Le plus vraisemblable des scénarios est celui du géo-engineering, c'est-à-dire la construction de dispositifs de contrôle du climat, de construction d'une sorte de thermostat mondial dont la fiabilité est équivalente à celle de nos thermostats. Je ne sais pas si vous voulez vraiment une climatisation au niveau mondial. Vous savez ce que font les climatisations, en général, ça pète. Donc, etc. Bref, la possibilité d'un accident industriel d'une ampleur absolument inconcevable, etc., etc. Donc c'est ça dont on parle, en fait. C'est exactement ça dont on parle. Donc le slogan « Une autre fin du monde est possible », d'une certaine manière, présuppose que la fin du monde est inéluctable, que la question n'est pas de l'éviter ou de ne pas l'éviter, mais je crois qu'elle parle de cette fin du monde-là. Au fond, elle prend acte du constat de Jameson, et elle dit d'accord, ok, notre imagination est limitée en ce qui concerne ce par quoi on pourrait replacer l'opérateur de la fin du monde, le capitalisme. En revanche, elle n'est peut-être pas limitée quant à la fin du monde elle-même. On ne peut pas imaginer ce qui viendrait après le capitalisme ou en dehors du capitalisme. En revanche, sur la fin du monde, ça, on a peut-être de la marge, vous voyez. Donc je pense que c'est ça que nous propose ce slogan. C'est vous ne pouvez pas imaginer autre chose que de continuer à faire ce que vous voulez, soit, très bien, enfin ce que vous êtes en train de faire. En revanche, ce que vous faites, ça n'est rien d'autre que de détruire votre monde, c'est-à-dire les conditions de possibilité de l'imagination elle-même. Alors, peut-être que vous devriez songer à le détruire au moins différemment. Alors, c'est présenté sur le mode de la présupposition. Qu'est-ce que c'est que la présupposition ? La présupposition, les linguistes nous disent que dans tout énoncé, il y a un élément présupposé qui n'est pas thématisé, c'est comme si ce n'était pas ce qui était en question, et un élément thématisé qui est ce sur quoi on peut discuter. Donc ici, on nous dit la fin du monde, d'accord, hein. Ça, on est tous d'accord. Alors évidemment, beaucoup de gens vont dire non mais c'est n'importe quoi, l'apocalypse, on nous refait le coup, la fin du monde, ça, bon. Mais la beauté, la sournoiserie, la drôlerie en fait de cet énoncé, de dire ça sur la fin du monde, on ne discute pas, hein. On est tous d'accord. On est tous d'accord que c'est l'apocalypse. Hein, ça. En revanche, on peut peut-être discuter sur les modalités de l'apocalypse. Ça, c'est l'humour de cette phrase repose tout entière sur la présupposition. Donc, et je crois que cette présupposition, c'est celle que je dis. En tout cas, moi, je l'ai entendue comme ça. C'est-à-dire que l'énergie de notre action doit venir de la manière dont elle s'ancre dans l'inéluctabilité, du point de vue de l'imagination, de l'apocalypse capitaliste, en fait, du point de vue planétaire. Alors ça veut dire aussi que ça ne peut pas durer. Mais vous voyez l'énoncé, ça ne peut plus durer, que les gens chantent dans les manifestations, ça ne peut plus durer. Bon, ici, il est littéral. C'est pas qu'on est contre, c'est pas un problème de justice, hein, c'est pas un problème moral, c'est un problème de consistance. Il ne s'agit pas de dire que cet état des choses soulève les consciences, il s'agit de dire qu'il se condamne lui-même. Il se condamne lui-même.
Donc le problème n'est pas celui de sa valeur morale, le problème est celui de sa durabilité, de son rapport au temps. Alors vous pourrez dire, on nous a déjà fait le coup, non, ça c'est le caractère des lois de l'histoire, l'idée de Marx selon laquelle le capitalisme se détruit lui-même. Et l'idée selon laquelle, du coup, l'homme n'aurait pas à choisir. Vous n'auriez pas à choisir de vous engager ou pas, vous êtes pris de toute manière, la loi de l'histoire commande pour vous. Sauf que la différence ici, bien entendu, c'est que c'est l'inverse d'une nécessité. C'est une éventualité. C'est d'abord parce que c'est une destruction, donc ce n'est pas quelque chose qui nous permet de faire l'économie d'une décision, parce que précisément, nous obtiendrions le résultat que nous souhaitons sans avoir besoin de le décider. C'est quelque chose qui nous fait faire l'économie d'une décision parce qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est fait, c'est foutu, ne veut pas dire « t'inquiète pas, tu vas dans le sens de l'histoire, vas-y ». C'est fait, c'est foutu veut dire « tu n'as rien à perdre ». De toute manière, tu n'as rien à perdre. Donc, c'est un opérateur de détachement extrêmement puissant qui fait passer entre nous et chacune des choses auxquelles nous sommes attachés l'image du monde, au sens de l'imagination, l'image du monde, en disant, en soupçonnant chacun de ces attachements, de ne pas prendre en compte, en quelque sorte, le fait que, dans cet attachement, il y a peut-être une manière de participer à l'apocalypse globale. Dans la manière dont je suis amoureux, dans la manière dont j'aime manger, dans la manière dont je fais mon travail, dans la manière dont je prends ma voiture, dans la manière dont je suis tenu par un certain nombre de choses, il y a l'ombre de la catastrophe globale, il y a le monde. Donc le monde interrompt la relation qu'il y a entre moi et une autre chose. Donc vous voyez bien que cette action, cet énoncé, ne nous permet pas de donner un fondement à l'action. Au contraire, elle tire le tapis sous les pieds de l'action politique. Il ne nous rassure pas, au contraire, il nous angoisse, d'une certaine manière, mais il nous angoisse sur un mode drôlatique. Enfin, ça ajoute aussi sur le mode de la présupposition, quelque chose qui est la question du comment. C'est-à-dire que, plus exactement, ça nous dit, ce n'est pas moi qui veux... Troisième point, c'est l'idée selon laquelle cette destruction du monde n'est pas une affaire de décision, comme je l'ai dit, ce qui veut donc dire en fait qu'elle n'est pas souhaitable. Ce n'est pas la question de savoir si ce monde mérite de continuer ou pas. Il n'y a pas de jugement. C'est une action qui se trouve définie au-delà du jugement. Nous n'avons pas jugé ce monde et jugé qu'il était pourri et qu'il fallait en changer. C'est ce monde qui, d'une certaine manière, nous dépasse. Donc ce n'est ni l'énoncé de l'international dont je parlais tout à l'heure, du passé faisons table rase, etc., le monde va changer de base, l'appel à un autre monde, ni l'énoncé anarchiste que les Sex Pistols chantaient dans Anarchy in the UK, c'est-à-dire la passion de la destruction pure, donc détruit le monde pour lui-même, puisque là, on est en train de nous dire qu'autre chose quand même est possible. Donc voilà, donc la question n'est pas de savoir s'il faut en finir ou pas avec le monde, on n'est pas dans cette question. La question est de savoir comment tu vas accompagner la fin du monde. Alors, évidemment, cet énoncé nous permet de délivrer, au fond, la politique de la forme de la promesse. Elle nous permet de sortir de l'horizon qui, à mon avis, a quand même corrompu fondamentalement l'action politique, la grammaire de l'action politique, parce qu'elle l'a ordonnée sur la forme de la promesse, en ne cherchant pas la solution, en partant de l'impossible, de la déclaration de l'impossible, en s'installant en quelque sorte dans l'impasse, en faisant comme si on ne pouvait pas techniquement résoudre quoi que ce soit, ni au plan réformiste, ni au plan révolutionnaire. Elle nous permet en fait de sortir de la promesse. Et il n'y a rien à promettre. Donc proposer une action qui n'a rien à promettre, c'est en fait sortir, à mon avis, de ce qui attache la grammaire de l'action politique à la grammaire de l'action religieuse. C'est sortir de la promesse messianique. Et donc je crois que ça, c'est une des choses les plus nécessaires et les plus difficiles à faire. C'est pouvoir inventer une politique qui ne soit pas religieuse, c'est-à-dire qui soit vraiment complètement libérée du messianisme. Et curieusement, c'est par l'Apocalypse qu'on se libère du messianisme. C'est-à-dire qu'on promet la fin, mais rien de plus. C'est apprendre à finir, rien au-delà. Il n'y a pas de royaume des cieux. Ton royaume est ici-bas, mais il est fini. Je considère ça comme un énoncé proprement matérialiste, au sens où l'idéalisme, c'est justement quelque chose qui ordonne l'action à la représentation d'un but projeté
et donc forcément d'une idée. Alors que le matérialisme s'ordonne à quelque chose qui est de l'ordre de la poussée. Donc d'un insupportable, par exemple, d'un intolérable, ou d'un impossible, d'une butée, en quelque sorte. D'une butée dont je serais d'accord pour dire qu'au fond, elle est quand même toujours un peu incertaine, hein. D'où le caractère drôle, du genre, on ne va pas discuter de la fin du monde, hein. Ça c'est évident, évidemment que ce n'est pas évident. Évidemment que ce n'est pas évident. Donc il y a quand même un aspect de déclaration ou de forçage, hein. Mais c'est quand même ce point de butée un peu errante, en quelque sorte, à partir duquel on parle. Donc sortir de la promesse messianique, sortir de la forme religieuse de l'action. Sortir du coup aussi de l'horizon du salut. Le salut a ordonné, je crois, toutes les actions politiques. Salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une décision ultime. La lutte finale. Donc non, il n'y a pas de lutte finale. La lutte finale, c'est la fin du monde. C'est juste, il n'y a plus rien après. Donc ce n'est pas la question de ce qui viendra après. C'est là justement, c'est bien la lutte finale, mais c'est la lutte pour la fin. C'est la lutte pour la fin. Elle est finale en ce sens-là. Donc sortir la politique de la figure de l'ultime moment de la décision, c'est-à-dire, à mon avis, littéralement du salut ou de la rédemption, c'est-à-dire de cet acte qui permettra que quelque chose soit si décisif qu'il n'y ait plus lieu, en quelque sorte, de faire de la politique, qu'il n'y ait plus lieu d'avoir rapport à l'obstacle, en quelque sorte, ou à l'impossible. On ne va pas en sortir. On ne va jamais en sortir. La question, c'est justement d'infinitiser la fin et d'apprendre à habiter l'infini de la fin, de telle sorte que précisément, on se libère des capacités d'action nouvelles dans cette manière d'habiter l'infinitisation de la fin. Donc, troisième figure, je l'ai dit, pas de salut. Quatrième figure, ce que bloque cet énoncé, la figure du recommencement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, et ça c'est la figure, je dirais, moderniste par excellence, c'est-à-dire on va tout reprendre, ground zero, on va tout refaire. Et ça, aussi bien les traditions communistes que les traditions libérales sont dans cette idée-là. C'est-à-dire la tradition est pourrie, il faut tout saccager et tout recommencer. On fait des grilles pour les villes, comme ça, rectangulaires. On va faire un monde enfin rationnel. On va pouvoir couper, interrompre la loi de l'histoire humaine, en quelque sorte. Eh bien non, il va falloir faire vriller, en quelque sorte, les capacités de variation interne à la tradition, de telle sorte que des libertés immanentes soient possibles dans quelque chose qui, de toute manière, se finit et finit. Il s'agit donc d'épuiser, en quelque sorte, autrement, de trouver une autre manière d'épuiser la situation, et non pas de pouvoir repartir de zéro. Donc casser la figure du recommencement, qui est la grande figure moderniste. Il y a en ce moment une exposition à Karlsruhe organisée par Bruno Latour, qui s'appelle Reset Modernity, recommencer la modernité, et je pense effectivement que le modernisme est lié à ça. Enfin, avant-dernier point, il n'y a pas lieu, en quelque sorte, de désespérer pour autant. Sortir du nihilisme, donc sortir du modernisme, mais aussi sortir du nihilisme, c'est-à-dire il faut trouver une force d'agir au-delà de l'espérance et de la déception, qui sont quand même les grandes figures subjectives qui ont marqué le XXe siècle. On y a cru, on a été déçu. C'est particulièrement le cas dans l'univers maoïste, et Alain a été particulièrement ferme pour récuser cette figure de la déception. J'étais moi-même récemment, d'ailleurs, dans une journée autour de l'établissement, des établis. J'étais très frappé par le fait que la figure subjective dans laquelle tout ça se donnait était la désillusion, à laquelle Sartre nous avait mis en garde dès le début. Bien sûr que l'histoire nous trahit. Bien sûr. Ce n'est pas une question, ça, je trouve. Enfin bon, je suppose que quand on l'a vécu, c'est plus dur. Mais bon, en tout cas, que l'énoncé nous dit il y a lieu d'agir au-delà de l'espérance et de la désillusion. Agis sans espérance. Donc là, on pense aussi à la phrase de Deleuze qui disait « La question n'est pas de craindre ou d'espérer », citant bien sûr Spinoza, mais de trouver de nouvelles armes. Ou encore fuir, mais avec une arme. Donc, c'est toujours cette idée sur laquelle sortir de la figure de l'espérance, de cette temporalisation de l'action. Enfin, dernier point négatif que cet énoncé, en quelque sorte, opère sur les énoncés précédents, ne pas chercher, ne pas, disons, fonder la capacité d'action ou l'horizon de l'action sur la recherche d'un état, un autre monde, ou le dépassement d'ailleurs d'un obstacle, ça revient au même en fait, qui nous séparerait de cet autre monde, mais de manière transitoire.
Donc sortir en quelque sorte de l'idée selon laquelle il y a quelque chose au-delà du transitoire. Affirmer que l'action politique se situe dans le transitoire. Ne pas chercher un état, définir un processus, qui est le processus de la fin, le processus de l'épuisement. Il s'agit de jouer avec les nuances de la finitude et non pas en quelque sorte de viser en quelque sorte la coupure radicale qui permettrait l'établissement d'un état. Donc nous n'avons pas à chercher ce qui vient après, mais à inventer une manière de nous tenir face à l'impossible, de telle sorte que ce serait d'ailleurs probablement la seule attitude sage pour préparer quelque chose si quelque chose devait, par miracle, se trouver après la fin. Alors tout ça, c'est les déterminations négatives. J'en viens rapidement, parce que je vois que le temps tourne, aux déterminations positives. Car après tout, finalement, c'est quoi cette autre fin ? C'est quoi cette autre fin ? Qu'est-ce que ce serait positivement qu'en finir autrement ? Ou autrement finir ? Peut-être autrement que finir. Je fais un peu de lévinacisme. Alors j'imagine plusieurs hypothèses. La première, je dirais que c'est à nouveau l'hypothèse nihiliste, et je la crois très présente dans le mouvement contemporain, dans le mouvement sur la loi travail, parce que subjectivement, elle est la plus facile, elle est la plus accrochante en quelque sorte, c'est détruire. Finir autrement, c'est on choisit notre destruction. Il ne s'agit pas d'introduire une variation dans la manière, en quelque sorte, de détruire, mais il ne s'agit pas d'introduire une variation dans la manière de finir, mais il s'agit d'accélérer, d'une certaine manière, la destruction, et donc d'aller plus loin dans la destruction. Alors attention, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que disait Walter Benjamin dans son fameux texte sur le caractère destructeur, où il y a cette phrase qu'on retrouve d'ailleurs dans les slogans qu'on voit écrits sur les murs, qui est « détruire rajeuni ». Parce que si vous dites « détruire rajeuni », vous êtes à nouveau dans le recommencement. Vous êtes à nouveau dans l'idée selon laquelle quelque chose est possible une fois qu'on a fait table rase. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de faire table rase pour faire table rase. Donc ça, c'est quelque chose des variantes, en quelque sorte, que j'ai jamais comprises d'ailleurs, historiquement. Il faudra travailler un jour sur ça, sur les variantes nihilisme de l'anarchisme, que j'ai jamais comprises. Je ne sais pas trop d'où ça vient, je ne comprends pas trop bien. Mais il y a là effectivement une chose extrêmement puissante. Moi, l'anarchisme, j'y adhère beaucoup, sous une autre forme en fait. Je ne perçois pas très bien la dimension de... Enfin, si, je vois la dimension de destruction, mais pourquoi sa forme la plus nihiliste ? Ça, je n'ai pas très bien compris. Mais toujours est-il évidemment qu'il faut rendre justice à cette interprétation qui fait de la destruction sans horizon, le lieu d'une ultime liberté. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que choisir la mort, c'est d'une certaine manière agir au lieu d'être passif. C'est la manière la plus simple, si j'ose dire, de transformer la passivité en activité. La passivité de l'apocalypse subie en activité de la destruction généralisée. Et d'une certaine manière, c'est vrai que c'est une variation, c'est une nuance dans la fin du monde. C'est une nuance dans laquelle les agents du monde deviennent actifs dans la destruction de ce monde. On pourrait dire que la seule manière d'agir dans ce monde, ce serait alors une destruction déviante, ou un clinamen du néant. Le clinamen des épicuriens se fait dans le néant, mais là, ce serait un clinamen du néant, une petite variation du néant. Alors peut-être que la personne qui a écrit ça sur les murs l'entendait comme ça, je ne sais pas, mais j'avoue que c'est quelque chose qui en fait ne me séduit pas, même si je pense qu'il faut vraiment rendre justice à cette subjectivité. Alors on peut l'entendre autrement, on peut l'entendre d'une deuxième manière, c'est-à-dire qu'une autre fin du monde est possible, veut dire qu'on peut habiter la fin du monde autrement, au sens, cette fois-ci, peut-être un petit peu survivaliste, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire construire des manières plus conscientes de se rapporter à la loi fondamentale du monde, qui est l'apocalypse. Ce que ça veut dire concrètement, c'est construire des utopies concrètes. Donc là, c'est votre ferme collective avec vos éoliennes, vos réseaux éventuellement, etc. C'est tout ce qui s'invente. Et là encore, il faut rendre justice à l'ensemble des expériences qui sont en train de se faire et qui, je crois, sont très contemporaines, peut-être en partie liées pour la France au mouvement zadiste, peut-être, et à des mouvements comme ça, je dirais, en quelque sorte de... on part, quoi. On part. Quelque part, on quitte ce monde, au sens où on n'y participe plus ni subjectivement, on ne participe le minimum, à la fois subjectivement et objectivement, tout en sachant qu'on est dedans. Et que ce qu'on fait est entièrement déterminé par son rapport à la catastrophe, et par la manière à la fois d'habiter, je dirais, de faire sentir la fin,
dans chacune de nos actions, et peut-être aussi de préparer ce que c'est qu'habiter la catastrophe. Ça veut dire, en fait, et ça c'est le côté survivaliste, ça veut dire, comme dit Eduardo Viveiros de Castro, l'anthropologue brésilien que j'aime beaucoup et qui a écrit avec Deborah Nanowski un article qui m'inspire ici, qui va d'ailleurs devenir un livre, qui s'appelle « L'arrêt du monde ». C'est-à-dire, on devient tous des Indiens. Parce que en fait, l'Indien, c'est la figure subjective post-apocalyptique. Les Indiens, ils n'ont plus de monde, en fait. Ça a été réellement détruit, ça. Donc, si vous voulez un modèle de ce que c'est que la subjectivité, ce n'est pas le pauvre, c'est l'Indien. Devenez des Indiens. Et je crois qu'une partie du mouvement zadiste, pour autant que je le comprends, à mon avis, dans sa dimension sécessionniste, mais vous voyez, sécessionniste ici ne veut pas dire on en reste au local, on s'occupe de nous. Sécessionniste veut dire c'est une manière justement d'habiter la fin du monde. La sécession est une relation très active. On le voit bien dans le mouvement zadiste, pas un mouvement retiré. C'est pas Emerson. Donc que là, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Alors, je vois une troisième voie, qui est la voie, je dirais, kantienne. La voie kantienne qui dit une autre fin du monde est possible dans laquelle tu ne te comporterais pas comme un porc. Tu vas crever, mais tu crèveras noblement. C'est-à-dire que tu vas te tenir à des principes. Vous savez bien la phrase que Kant a adorée, qui donne des frissons, normalement, quand on l'entend, qui est « pereat mundus », non, « fiat justitia et pereat mundus », que la justice soit et que le monde périsse. Donc l'important, c'est l'impératif. Indifférent, en quelque sorte, à l'ornière des résultats, pour citer encore René Char. Ça veut dire que si de toute manière tout va périr, il nous reste les principes. Alors il nous reste les principes, et dans l'état d'obscurité radicale du rapport des causes aux conséquences, tu peux toujours te guider au moins sur le principe. Peut-être que quelque chose de la politique d'Alain Badiou est en lien avec ça, c'est pas très kantien chez Badiou, mais quelque chose de l'ordre, l'axiome, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'obscur dans le rapport des causes aux conséquences. Ne cherchez pas à régler ton action en fonction de son effet. Pense à la prescription. À mon avis, peut-être pas pour l'autre fin du monde, mais je ne sais pas, c'est à lui de le dire. Donc seuls les principes te sauveront. Seuls les principes te sauveront. Ils ne te sauveront pas de la fin du monde, mais ils te sauveront de l'affaissement subjectif. Ils te sauveront de la destitution subjective. Tu seras sujet. Tu resteras sujet face à l'apocalypse. Alors la figure de ça, c'est dans, mais ce n'est pas la même exactement, mais quelque chose de ça est dans le film de Lars von Trier, Mélancolia, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui explore entièrement la question de savoir comment se tenir face à l'impossibilité même de tout. Et il y a la figure d'une des sœurs qui veut tout le temps trouver des solutions et qui panique. Elle panique face à... Donc, autrement dit, elle ne peut pas tenir subjectivement. Il y a ceux qui se suicident, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui tremblent. Et puis, il y a la figure de la mélancolique qui, elle, ne panique pas parce qu'elle a une familiarité avec la fin du monde. Elle a une familiarité avec l'impossible. Et donc, elle est capable de proposer quelque chose qui permet de tenir subjectivement face à la fin du monde. Alors cette chose qui permet de tenir dans le film de Lars von Trier, ça n'est pas le principe. C'est une petite cabane de bois qui est faite en quelque sorte avec un enfant et qui est opposée en quelque sorte à l'énorme astre qui est en train de venir écraser la planète et éradiquer tous les problèmes, y compris leurs solutions. C'est quoi ? C'est une invention. Au fond, c'est une invention. Donc l'idée, c'est que une autre fin du monde est possible, veut simplement dire tu peux opposer à l'impossibilité de vivre la fin de la vie une invention. Alors, une œuvre d'art, mais une création d'un collectif, l'invention d'un collectif, l'invention d'une capacité d'agir. Donc en quelque sorte, seule la création nous délivre. Donc inventer quelque chose qui est en soi suffisamment d'intérêt, suffisamment d'énergie, une puissance immanente telle qu'elle se suffit à elle-même, même si elle intervient dans un monde où tout disparaît. Donc, une création, c'est quelque chose, effectivement, qui a cette capacité immanente, on pourrait dire peut-être, en pensant, je pense à des textes d'Alain, toujours, je vous ai dit, je me situe beaucoup par rapport à Alain, à quelque chose de l'ordre de l'absolu. Il y a bien un absolu ici, mais l'intensité de cet absolu n'est complète que parce qu'elle est dans l'horizon de la fin. Il n'y a rien après. Pas le problème de l'après. C'est vraiment immanent. Alors, au fond, l'affect
dominant ici, vous voyez, du rapport à la fin du monde, c'est la joie. En fait, c'est la joie. Et il y a de grandes figures comme ça, subjectives, je dois dire, dans le monde contemporain, qui représentent la joie. Je pense par exemple à l'anthropologue américaine Elisabeth Povinelli, qui ne cesse de théoriser justement l'apocalypse globale, et qui le fait avec une joie extraordinaire. D'où vient cette joie? C'est souvent des figures de femmes d'ailleurs. Hein. C'est Povinelli, Haraway, bon, je ne dirais pas Stengers, parce que Stengers, c'est pas joyeuse, mais bon, il y a des figures de femmes comme ça, puissantes, quoi, et qui sont, bon, Povinelli, on sent cette joie. Cette joie, c'est quoi? C'est peut-être la joie, justement, de s'arracher au désespoir, de pouvoir, en vérité, faire quelque chose indépendamment de la question de l'espoir et du désespoir. Ce n'est pas la joie de survivre, ce n'est pas la joie du survivant. Hein. C'est la joie, en quelque sorte, de celui qui lance un défi à l'apocalypse, hein, qui est capable, en quelque sorte, de se soustraire aux problèmes de l'apocalypse, comme d'autres, en quelque sorte, narguent la mort. C'est peut-être ça qu'il faut entendre par résistance. Ce n'est pas ouvrir une nouvelle possibilité, c'est devenir radicalement indifférent, au fond, un peu aux conséquences, hein, de notre action. Donc, inventer des manières de vivre, inventer des formes, inventer aussi, quelque part, des affects qui nous émancipent ou nous libèrent du problème de la téléologie de l'action en général, et le faire de telle sorte, effectivement, qu'on n'est pas seul, humain, à agir, mais qu'on le fait ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on invente est quelque chose qui mêle les humains et les non-humains. Inventer le soulèvement des abeilles, j'ai envie de dire, parce que c'est elles qui sont mal barrées dans ce monde. Donc, suspendre, en fait, le problème, c'est peut-être ça qu'il s'agit de faire. Donc voilà, j'ai essayé de déplier donc concrètement ce que veut dire ça, hein, c'est inventer, c'est-à-dire faire des œuvres ensemble, d'une certaine manière, ou seul d'ailleurs, mais sentir encore une fois dans ce qui nous attache à ces œuvres, l'énergie de la soustraction au problème de l'Apocalypse. Voilà cette solution, peut-être, je le concède, un peu abstraite, dans laquelle, en tâtonnant, je cherche à définir ce que serait la possibilité d'une autre fin du monde, qui ne soit pas, qui soit, disons, égale en pensée à la gratitude que j'ai ressentie en lisant cet énoncé, et à ce que j'ai envie, au fond, à la manière dont j'ai envie de me reconnecter à vous, à la manière dont j'ai envie de me reconnecter au peuple qui manque en vous, d'une certaine manière. Ce peuple que, voilà, il est là pour manquer, donc je ne le trouve pas, mais c'est une sorte d'énoncé un peu obscur que j'adresse au peuple qui manque, et qui tient en fond une phrase: ne pas se résigner à l'univocité du désastre, faire de l'équivocité du désastre, c'est-à-dire de les variations possibles des manières de se tenir dans la fin du fait des inventions que nous pouvons lui opposer, le lieu d'où nous souhaitons agir, le lieu à partir duquel nous entrons dans ce monde fini. Merci. Alors, comme une autre fin est possible, peut-être une autre fin du propos est possible. Non, il ne me revient pas ici de commenter les conférences. Ce n'est pas ma fonction, puisque le principe établi a été que ces conférences auraient lieu comme des propositions, et propositions dont l'interprétation est laissée à tout le monde. Et donc, je dois m'établir dans l'égalité de traitement de ceux à qui elle est adressée. Juste une remarque, mais folklorique. Peut-être au fond, faut-il absolument, dans l'histoire de l'humanité, que la thématique de la fin du monde devienne centrale tous les 1000 ans. La précédente était dans l'an 1000. Elle a été escortée et encadrée par le christianisme. Et puis nous voilà revenus à une proposition adéquate au monde positiviste du capitalisme, une prédiction rationnelle à sa manière sur la fin du monde. Et
si c'est un rite historique pour l'humanité de se convaincre qu'on va vers la fin tous les 1000 ans, nous attendrons la variation de l'an 3000, après que tu aies déplié brillamment celle de l'an 2000, dont les modalités ne sont pas si différentes de celles qui ont entouré l'an 1000 en répétition. À savoir, en définitive, ça revient à dire, sous des formes recouvertes et colorées autrement, le grand énoncé de Heidegger, en définitive, l'homme est un être pour la mort. Voilà. Et que donc l'espace de variation qui lui est ouvert, c'est entre mourir dans le délaissement que le monde lui propose ou mourir autrement. Voilà. Et tu as tourné autour de cet autrement avec beaucoup de vaillance. Merci, Patrice.